Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, la rédaction accueille Laurent Souchard qui fait partie du comité de soutien à Vincent-Péon. Bonjour. Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors la présidentielle approche à grands pas et les comités divers et variés se manifestent ici sur le territoire. On parlera de votre soutien à Vincent-Péon tout à l'heure dans ce journal. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. On va parler de l'eau. La situation ne s'arrange pas, on le dit, on le répète. Vous nous ferez un point sur la situation tout à l'heure dans le journal. Pierre, mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 19 janvier. Piste longue, très haut débit, toilettage institutionnel, contournement de Mamoudzou par le haut, développement du tourisme, pont entre Petite et Grande Terre. Les vœux du président du conseil départemental auront été placés sous le signe des grands projets d'avenir. Et si tous ne pourront être réalisés lors de ce mandat, la volonté politique affichée semble pour l'heure au rendez-vous. Le point d'ouverture de votre journal. La filière du recyclage gagne du terrain dans l'île au Lagon. Ce jeudi, la Chambre des métiers et de l'artisanat et l'organisme Recyclum ont signé une charte de l'électricien éco-responsable. 175 artisans électriciens s'engagent ainsi à collecter les ampoules et matériaux électriques usagés. Un partenariat déterminant pour la préservation de l'environnement à Mayotte. Explication. Passer le code de la route avec la Poste pour 30 € est désormais possible. Alors que le concept existe depuis juin dernier en métropole, il est arrivé à Mayotte le 10 décembre dernier via la mise en place du premier centre d'examen de la Poste à Kaweni. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela fonctionne puisque 120 candidats ont déjà passé l'examen du code de la route depuis. Reportage à la fin de cette édition. Après les vœux du maire de Mamoudzou, aujourd'hui c'était au tour du président du conseil départemental de présenter les siens. Devant une importante foule d'officiels, Swabadine Ibrahim Ramadani a ainsi décliné les grands axes de travail de l'institution pour l'année 2017. Il a notamment évoqué cet ambitieux projet qui devrait permettre au département de se développer à court, moyen et long terme. Mais pour ce faire, un toilettage institutionnel tout comme d'importants investissements doivent être entrepris. L'accent sera également mis sur la culture locale. Le compte rendu avec Pierre Bellucci et Leslie Viminet. C'est un rendez-vous annuel qui revêt toujours une importance particulière. En effet, au-delà de la coutume institutionnelle, le discours des vœux permet de présenter les grands projets sur lesquels l'équipe en place sera jugée à la fin du mandat. Piste longue, très haut débit, toilettage institutionnel, contournement de Mamoudzou par le haut, développement du tourisme, pont entre Petite et Grande Terre. Il convient d'admettre que les projets au long terme ne manquent pas, d'autant qu'en matière d'investissement, cette liste est loin d'être exhaustive. Nous avons tout un chantier en matière d'investissement. Nous voulons d'abord poursuivre les travaux du stade de Cavani. Nous allons également entrer en chantier en travaux des 5 PMI susceptibles d'être livrés à la fin de cette année, sinon au début de l'année prochaine. Nous avons également des voiries rurales. Par exemple, la route de Mavingoni, la voie rurale de Mavingoni, mais aussi des Mahoujani. Et enfin, nous avons à terminer bientôt le pôle d'excellence rurale et nous allons lancer en chantier en travaux le quai de transfert des déchets de Kahani. En matière d'investissement, il y a au moins cela. En matière culturelle, le Salon du Livre, le premier festival culturel ainsi que la sortie d'un ouvrage simplifié sur l'histoire de Mayotte sont également au programme. Même si la première vice-présidente n'oublie pas non plus ceux qui travaillent au sein de l'institution. En effet, l'année passée a été marquée par un mouvement de grève et il convient donc de prendre soin de ceux en charge de faire avancer les projets. Évidemment, au niveau de l'administration, travailler sur le régime indemnitaire qui est un enjeu très important suite à la réorganisation mise en place. Le fait qu'on ait arrêté notre plan de mandature, maintenant il faut avancer aussi. Au niveau des finances, le travail continue, mais au niveau de l'administration aussi, nous nous attelons à faire en sorte à mettre en place les conditions nécessaires pour travailler dans de meilleures conditions. On a vu qu'on a organisé l'année dernière une cérémonie pour récompenser les agents. C'est un moyen de motivation, de reconnaissance des agents. Nous continuons aussi dans ce
sens-là avec, vous savez, on a acté la mise en place des tickets restaurants qui va nous coûter plus de 6 millions. Il est vrai que les salariés aussi, on leur parle là-dessus, mais ça montre l'effort important du conseil départemental qui fait malgré la situation financière très difficile que nous connaissons. Si les problèmes financiers ont entaché l'année 2016, le conflit au sein de la majorité ou encore les problèmes rencontrés au port auront également terni le bilan de l'institution. Néanmoins, avec l'année qui débute, l'heure de remettre les compteurs à zéro a sonné. Et à ce titre, le président a souhaité lancer un message à la population. Je pense que tous ensemble, nous pouvons créer en 2017 les conditions d'une paix sociale reconnue, revenue, une paix sociale revenue, d'une cohésion sociale renforcée et une meilleure sécurité, à condition que chacune et chacun apporte sa part à l'édifice, que nous ne soyons pas là en situation de stigmatiser uniquement l'État. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, l'État, oui, c'est sa mission régalienne pour la sécurité, la lutte contre l'immigration clandestine, mais la population de Mayotte, et à travers ses élus et ses institutions, peuvent apporter leur concours, chacun a son rôle, chacun a sa place. En effet, chacun possède son rôle à jouer afin que cette année 2017 se déroule sous les meilleurs auspices. Une année 2017 qui sera marquée en matière politique, on le sait, avec toutes ces échéances qui vont être, qu'on va rencontrer, notamment la présidentielle. Et pour en parler avec nous sur le plateau, Laurent Souchard, on le disait tout à l'heure, vous faites partie du comité de soutien de Vincent Péan qui est candidat dans la primaire pour la gauche. Alors aujourd'hui, comment ça se passe dans votre comité? Est-ce qu'on s'active? Est-ce que... Comme vous avez pu le constater, la campagne pour les primaires a démarré très rapidement et puis on a très peu de temps, donc tout ça se met en place doucement. L'important, c'était de trouver un certain nombre d'acteurs à Mayotte qui veulent faire vivre ce moment fort de la démocratie, puisque c'est ça l'investissement citoyen, comme venait de le dire le président du conseil départemental. Chaque citoyen a son rôle dans le fonctionnement de notre démocratie et la primaire fait partie de ce moment particulier où chacun doit s'investir. Alors on est déjà un certain nombre à pouvoir s'investir. On va continuer à participer, à aider à la réalisation du scrutin qui aura lieu sur tout le territoire de Mayotte dans un peu plus d'une vingtaine de bureaux de vote dimanche de 9h à 19h. Et alors en quoi Vincent Péan serait le candidat idéal pour Mayotte, pour cette présidentielle? Alors d'abord Vincent Péan, si je l'ai choisi, c'est que pour moi c'est un excellent candidat pour la fonction de président de la République. Donc on est dans une élection nationale. Et c'est ça qui compte bien sûr. Par rapport à Mayotte, il a un certain nombre d'aspects qui sont fondamentaux. Un des premiers, c'est peut-être le candidat qui attache le plus d'importance à l'Europe. Et il ne faut pas oublier que Mayotte a un statut particulier depuis le début d'année 2014 en étant la 9e région ultra-périphérique européenne. Et parliez de l'agriculture un peu tout à l'heure dans votre journal. Le monde agricole est bien au courant de tout l'enjeu de l'Europe et de toute l'aide que l'Europe peut apporter à l'agriculture, mais pas seulement. Et c'est vrai qu'un des aspects qui pour moi fait partie des solutions fondamentales pour trouver des solutions au niveau de Mayotte, c'est bien l'Europe et c'est bien l'existence de Mayotte dans cette Union européenne qui peut apporter beaucoup de solutions aussi au niveau sécurité, au niveau immigration. Le programme que propose au niveau, Vincent Péan. Justement, dans le sens que c'est la notion de sécurité, on sait qu'on ne peut pas l'aborder en direct en disant vous inquiétez pas, population de Mayotte, nous allons régler tous les problèmes de sécurité, comme certains partis extrémistes le proposent, en vous disant de toute façon, on va arrêter l'immigration clandestine, on fera plus, il y en aura plus, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Mais non, ça marche pas comme ça. On va pas mettre des bateaux militaires tout autour de Mayotte, ça coûterait beaucoup trop cher et c'est pas possible. Donc ça veut dire que il faut aller beaucoup plus loin, faut travailler encore une fois dans une logique européenne pour avoir des fonds suffisants pour travailler au développement de l'ensemble de la région. On sait bien que le développement régional, c'est fondamental. On sait bien que
on parle toujours d'aspect économique sur les réfugiés qui souhaitent venir à Mayotte et donc en France, mais on oublie que beaucoup viennent là parce que la France, c'est aussi encore aujourd'hui un pays de liberté, un pays de fraternité, un pays où on peut trouver de l'aide. Ben, il faut tout faire pour que l'ensemble des pays se développent économiquement, mais se développent aussi en termes de fraternité et en termes de liberté. Et donc tout ça, c'est bien la France toute seule n'y arrivera pas, Mayotte toute seule n'y arrivera pas. On a besoin d'un environnement global pour réussir à soulever et à résoudre les problèmes au cœur de ces problèmes. Alors, autre question préoccupante sur le département, c'est l'éducation. On sait que Vincent Peillon a été ministre de l'Éducation nationale sous le gouvernement Ayrault de mai 2012 à mars 2014. On connaît la problématique de l'éducation ici à Mayotte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu justement pour redresser la barre? Alors, je développerai pas par rapport à mes fonctions ce point-là particulier, mais Monsieur Peillon est un professionnel de l'éducation, il est professeur de philosophie, il a toujours gagné sa vie grâce justement à ce métier, et donc il attache un aspect bien sûr fondamental au niveau de l'éducation. La seule chose que je dirais, c'est simplement que l'éducation, c'est une affaire de tous. On ne délègue pas l'éducation aux autres. Non, non, c'est chaque citoyen mahorais va faire en sorte que les enfants, mais aussi les adultes, puissent faire en sorte que il progresse dans la maîtrise de toute une série de compétences. Et c'est l'affaire de chacun. Et là-dessus, bien sûr, que Vincent Peillon... sont quand même du ressort de l'État. On parle de ces constructions, on parle de pas mal de choses. Donc là, c'est pas que les parents qui sont... Non, moi, je dis pas c'est pas que les parents. C'est l'ensemble de la population. C'est l'ensemble des structures. C'est l'ensemble des institutions. Et là encore, c'est l'ensemble de l'Europe et de l'Union européenne qui nous apportera des solutions. Que ce soit au niveau du développement universitaire. Pourquoi ne pas imaginer un réseau universitaire régional sous l'égide de l'Union européenne pour que les universités se développent autant au niveau de Mayotte, des Comores et de Madagascar? Tout ça, c'est des choses qui sont réalisables parce qu'on a une structure et une situation très particulière. Donc là encore, Vincent Peillon apporte un aspect et un regard peut-être nouveau, notamment en termes du rôle des institutions. Il veut faire évoluer les institutions pour que chacun y ait sa place, notamment en termes d'arrêt dans le cumul des fonctions, pour aller encore plus loin que ce qui s'est fait, faire en sorte que chaque citoyen sache le rôle qu'il a à jouer et n'attende pas systématiquement qu'on lui apporte des solutions un peu trop rapides parce que c'est pas comme ça que marche une démocratie. Bien sûr, tout ça, pour moi, Vincent Peillon est le candidat qui va le plus dans cette direction d'une démocratie toujours renforcée. Là, on parle d'une primaire avec un candidat qui sortira vainqueur. Alors aujourd'hui, est-ce que des alliances ont déjà été discutées dans le cas où Vincent Peillon ne passerait pas la primaire? Alors, il n'y a pas d'alliance a priori. Il y a une chose où on s'est retrouvé avec l'ensemble des collègues qui travaillent sur cette primaire à Mayotte, qui représentent un peu tous les candidats. Il y a une chose est sûre, c'est que on est très heureux de faire vivre ce moment de démocratie. Le candidat qui gagnera dans tous les cas, on le soutiendra tous. Parce que l'important, c'est que c'est un candidat de gauche, c'est sur 80% des aspects des programmes, on se retrouve bien sûr. Donc c'est cet aspect fondamental. La notion de primaire, on n'est pas dans une logique d'alliance. À côté de ça, on est sur Mayotte. Au niveau national, il se passera peut-être d'autres choses. Et dans ces cas-là, nous verrons ça dimanche soir. Merci beaucoup Laurent Souchard. Je rappelle que vous êtes membre du comité de soutien de Vincent Peillon. Merci beaucoup à vous. Merci. Et c'est toujours le statu quo du côté de Quincaillet-Balou. Parlons maintenant de cette grève. Après 1 mois et demi de grève, aucun accord n'a pu être trouvé entre les salariés et leur direction, ce qui oblige le préfet Frédéric Vaux à prendre les choses en main. Une procédure de médiation devrait ainsi être engagée. Et dans ce cas de figure, le préfet nomme un corps chargé d'émettre une proposition à même de satisfaire les deux camps. Une proposition que l'employeur ne peut refuser. Un tel refus mènerait alors à un arbitrage qui, cette fois, ne peut être contesté. Le point avec les salariés grévistes dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Liminet. Les semaines passent et la grève au sein du Quincaillet-Balou se poursuit. Après 1 mois et demi de mouvement, les négociations sont au point mort, aux grandes dames des grévistes. Balou, il n'accepte aucun sujet de revendication. Et il envoie quelqu'un, il ne donne pas le mandat en arrivant. Au début, on lui pose la question, est-ce qu'on t'a donné un mandat de négociation? Il dit oui. À la fin de compte, il refuse, il dit non, on ne m'a pas donné. Là, on perd le temps pour rien.
Et aujourd'hui, ce qu'on demande, on demande juste au préfet d'accélérer le dossier, comme ça on sort de cette manifestation. Chaque parti a désormais les yeux rivés en direction de la préfecture. En effet, Frédéric Vaux est seul à pouvoir décider de la suite des événements. En fait, on n'a pas encore eu de courrier, on n'a pas encore eu de réponse. On attend, mais on a envoyé, on attend que le préfet nous réponde, mais on ne sait pas si ce soir il va nous répondre ou pas. Frédéric Vaux va devoir choisir entre la procédure de médiation ou d'arbitrage. En attendant, la grève continue et la détermination des grévistes semble infaillible. On va continuer jusqu'à qu'on trouve une solution parce que lui pense que si il ferme son magasin, il nous laisse là pendant 2 mois ou 3 mois, on va lâcher, on va reprendre le travail. Mais ça c'est faux, nous on va rester là tant qu'on trouve. Si on n'a pas trouvé de solution, on va pas reprendre le travail. Et nous les Maoris, on a l'habitude de demander nos droits. Pour moi, il n'y a pas de problème, même si on reste là pendant plusieurs temps, ça ne nous dérange pas. Essentiel pour nous de gagner ce qu'on veut. Malgré les difficultés liées au salaire non payé pour cause de grève et au manque à gagner pour l'entreprise, rien ne semble pouvoir faire céder les deux camps, qui à ce rythme risquent de se diriger tout droit vers une procédure d'arbitrage. Et autre grève qui n'a désormais plus cours, celle des enseignants du premier degré. Après lecture du protocole ayant permis de sortir de la crise, plusieurs syndicats se sont exprimés sur la teneur du document. Ainsi, pour l'UNSA Mayotte, une question reste en suspens. Le syndicat se demande en effet si avec ce protocole, la circulaire nationale va enfin être respectée ou alors s'il s'agit de simples arrangements pour aider le SNUPP à sauver la face. En clair, le scepticisme est de mise, ce qui n'a pas empêché le secrétaire départemental du syndicat de se réjouir de la reprise des cours. Écoutons à ce propos la réaction d'Éric Ourcade au micro de Pierre Bellucci. Pour nous, il était évident qu'il fallait que le SNUPP se mette autour d'une table à Paris. Donc c'est une vraie satisfaction de voir les enfants enfin retourner à l'école et les enseignants qui voulaient reprendre, de pouvoir reprendre. Ça, c'est déjà quelque chose d'énorme. Après, moi, je ne vois pas tellement d'avancées sur ce protocole d'accord de sortie de crise signé par le SNUPP. Nous, ce que nous avons demandé, c'est que concernant le passage à la hors-classe, la circulaire soit respectée pour l'ensemble des professeurs des écoles, mais qu'il y ait un contingent dédié et indépendant du contingent normal pour les ex-CDM, afin qu'ils soient promus de façon plus nombreuse et surtout organisés dans un temps. Nous avons demandé et nous travaillons avec le ministère pour faire un dispositif sur plusieurs années qui soit reconduit chaque année et qu'on n'ait pas cet épisode à multiples rebondissements, parce qu'il faut quand même savoir que la promotion elle a plus d'1 an de retard maintenant. Et on continue avec cette démonstration de force des artisans électriciens et de l'organisme de collecte et de recyclage qui ont décidé de s'unir pour un même combat. En effet, ce matin, la Chambre des métiers de l'artisanat et l'organisme Recyclum ont signé une charte de l'électricien éco-responsable, un partenariat ambitieux qui a pour objectif le recyclage des ampoules usagées, un objectif dont les enjeux ont trait au respect de l'environnement et au développement durable dans le territoire. Les précisions avec Sony Chamsuddin et Adèle Laurent. Une poignée de main déterminante pour l'avenir du recyclage et de l'environnement à Mayotte. Ce jeudi, la Chambre de métier de l'artisanat et l'organisme Recyclum ont enfin acté leur partenariat. Un accord pour booster le recyclage des ampoules et les matériaux d'éclairage usagés. 175 artisans électriciens se sont engagés dans une démarche éco-responsable. Des artisans décidés à préserver l'île au lagon. Notre objectif, c'est vraiment de mettre en relation cet organisme avec les électriciens, les 175 électriciens répertoriés chez nous à la Chambre de métier. C'est la première chose. Et puis faciliter leur démarche, parce qu'on voit que c'est une démarche citoyenne, surtout pour lutter contre l'environnement, les ampoules qu'on jette un peu partout dans l'île ou qui ne savent pas où mettre. Donc nous, c'est une chance quand même, contrôler quand même, tout le monde dit que Mayotte, île au parfum ou l'île propre, de montrer que voilà, nous, on a la Chambre est aussi dans cette démarche. À Mayotte, sur 11 tonnes d'ampoules et d'équipements électriques importés, près d'1 tonne sont recyclés. L'objectif pour l'éco-organisme,
doubler la collecte d'ici la fin de l'année 2017. 175 artisans électriciens qui se mobilisent pour le recyclage des ampoules, des néons et du matériel électrique. Ça va de manière très claire faire permettre d'améliorer ou de réduire le nombre d'ampoules et de néons mis à la poubelle. À partir de demain, les habitants pourront venir déposer à la Chambre des métiers, dans l'hôtel consulaire ou bien à l'URMA au Haut-Vallon, pourront venir déposer leurs ampoules défectueuses ou leurs néons défectueux. Des ateliers de sensibilisation autour du recyclage se tiendront également pour accompagner les électriciens adhérents. La filière de recyclage se met bien en place à Mayotte, de quoi espérer un environnement plus propre dans les années à venir. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce jeudi 19 janvier. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Hier, un nouveau comité de suivi de la ressource en eau s'est réuni afin de faire un point sur la situation. Selon la préfecture, les tours d'eau ont permis de stabiliser le niveau de la retenue collinaire de Combani, qui reste à un taux de remplissage avoisinant les 15%. La date d'échéance à laquelle la retenue pourrait être vide est désormais repoussée de quelques jours au-delà du 1er mars 2017. Néanmoins, la situation reste préoccupante, car les prévisions météo ne laissent pas présager une amélioration rapide, alors même que la retenue collinaire de Dzumonier n'est remplie qu'à 22,5%. Dans ces conditions, depuis le début de cette semaine, une mission de la sécurité civile se trouve à Mayotte afin de poursuivre l'optimisation des ressources en eau existantes, mais aussi de travailler sur le possible déploiement d'apports extérieurs en eau potable. Certains établissements scolaires, et notamment le CUFR de Dembéni, devraient par ailleurs subir des travaux au cours de la prochaine semaine. Les tours d'eau sont pour leur part maintenus, malgré la gronde des habitants du Sud, qui vont devoir prendre leur mal en patience. Encore plusieurs jours, pour ne pas dire semaines. Depuis le 10 décembre dernier, le patron d'IBS, Théophane Narayanan, est incarcéré au centre pénitentiaire de Majicavo. Accusé d'avoir commandité une attaque contre une avocate en septembre 2015, il se trouve actuellement en détention provisoire, en attendant une nouvelle confrontation dans le bureau du juge d'instruction en charge du dossier. Néanmoins, l'enquête semble aujourd'hui au point mort, tandis que le magistrat en question est en congé jusqu'au 30 janvier prochain. Dans ces conditions, Théophane Narayanan, qui a passé les fêtes en prison, va devoir encore patienter avant de prétendre pouvoir retrouver l'air libre. A noter que si Guito connaît aujourd'hui ce sort, c'est avant tout pour qu'il ne soit pas en mesure d'exercer des pressions ou de rencontrer les 4 mis en cause. 2 d'entre eux sont d'ailleurs sous contrôle judiciaire, tandis qu'un 3e se trouve derrière les barreaux, suite à son implication dans une autre affaire. Mardi, une 50aine d'agents de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte s'est retrouvé dans les rues du chef-lieu en réponse à l'appel national, un débrayage d'une journée qui devait notamment permettre aux représentants syndicaux de Force ouvrière et de la CGT au niveau national de négocier avec leur employeur. En effet, depuis 2010, la question du gel des salaires pose problème au sein des caisses de sécurité sociale du pays. Néanmoins, mardi, et pour la 2e fois consécutive, l'employeur a indiqué aux syndicats que la réunion de négociation était annulée, au motif que le ministère n'a pas rendu les arbitrages nécessaires. De quoi irriter au plus haut point les grévistes. Dans ces conditions, ce samedi, un CE doit se tenir pour décider de la suite des événements, mais au regard de la situation, un nouveau mouvement de grève au sein des caisses de sécurité sociale n'est pas à exclure. Et ce point maintenant sur la situation en matière d'eau ici, Pierre, une eau qui manque cruellement et aujourd'hui qui commence à faire rager, on va dire, les habitants du Sud qui sont justement les premières victimes de cette pénurie d'eau. Oui, hier, un nouveau comité de suivi, le 13e, donc on voit que ça commence à faire quand même longtemps que effectivement les autorités se soucient de ce problème parce que on l'a vu arriver. Maintenant, c'est vrai qu'on ne pensait pas qu'il allait être aussi long, qu'il n'allait pas être aussi compliqué aussi. Maintenant, ce dont on peut se ravir, effectivement, la population du Sud a un petit peu du mal à avaler la pilule puisqu'elle est la seule à en subir véritablement les conséquences. Mais on peut se réjouir du fait qu'effectivement, il y a une inspection qui est sur place. On est en train de réfléchir aux moyens de faire perdurer ce qui nous reste et le plus longtemps possible. Et puis aussi d'envisager de nouvelles solutions et pourquoi pas l'importation d'eau potable ou voilà peut-être faire fonctionner l'usine de dessalement. Il y a des
possibilités, il y a aussi des réflexions pour voir ce qu'il est possible de faire. Maintenant, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est finalement un statu quo puisque les tours d'eau vont continuer au moins pour 2, 3, voire 4 semaines. Donc ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième, c'est qu'il va y avoir des travaux très importants qui vont être menés dans plusieurs écoles du premier degré, mais également au niveau du CUFR, donc vraiment des travaux pour essayer de s'adapter à la situation, répondre à l'urgence. Donc ce ne sont pas des travaux, bien entendu, qui vont permettre au long terme de résoudre le problème, et notamment de permettre à ce qu'il n'y ait plus ce genre de problématique à Mayotte. Maintenant, effectivement, comme vous le dites, les voix s'élèvent parce que on n'a pas suffisamment anticipé, mais c'est pas une anticipation sur le court terme, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas suffisamment anticipé. La CFDT vient de se fendre d'une lettre qu'elle a notamment envoyée au préfet en expliquant qu'il faut absolument faire en sorte que cette 3e retenue collinaire voit le jour rapidement, même si je crois que c'est aujourd'hui une priorité et qu'au niveau des services de l'État, effectivement, on prend en considération le fait que si on ne le fait pas maintenant, ça va devenir peut-être compliqué chaque année, et ces périodes de sécheresse, elles pourraient se répéter, on pourrait revivre ces moments difficiles. Donc voilà, la situation est un peu dans un statu quo aujourd'hui, et c'est sûr qu'au niveau dans le sud, ça commence à devenir beaucoup trop compliqué, pardon. Parce qu'on parle de cette situation, enfin de cette retenue collinaire, mais là on est sur du N+, et là on parle également de ces solutions immédiates qui auraient pu être mises en place et qui ne le sont toujours pas, Pierre. C'est ça aussi qui... Oui, effectivement. Alors, s'interroge. Pourquoi, encore une fois? Parce que ce sont des solutions qui sont très coûteuses. On parle de Transal, on parle de tanker, on parle de choses qui coûtent énormément d'argent à l'État. Donc, effectivement, on a choisi pour le moment de faire ces tours d'eau. Certains peuvent rager, et c'est vrai qu'on est en droit de se dire mais pourquoi? Parce que si ça se passait ailleurs, la patience ne serait pas la même, et effectivement il y aurait sûrement eu d'autres mesures. Maintenant, et surtout lorsqu'on parle de continuité territoriale, on ne cesse de parler de ce mot, les différents gouvernements ne cessent de l'employer, mais finalement on se rend compte que cette continuité territoriale, déjà elle est difficile à mettre en place lorsqu'il y a tant de kilomètres entre la métropole et Mayotte, et puis aussi on se rend compte que ce sont bien souvent des mots et qu'il n'y a pas d'acte derrière, parce que si ça se passait en Alsace, si ça se passait dans un département en métropole, on sait très bien que des mesures seraient prises pour que de la distribution d'eau, voilà, des choses afin que la population soit le moins impactée possible. Là il se trouve que voilà, on est à Mayotte, on est très très loin, c'est aussi l'un des problèmes que rencontre l'île, et que eh bien finalement en métropole on ne parle absolument pas du fait que Mayotte est privée d'eau, en tout cas le sud de l'île. Et du côté de Météo France, les prévisions s'annoncent comment? Elles n'ont pas évolué, c'est pareil, on a un point régulier au niveau de Météo France, mais elles n'évoluent pas. Mi-février, la saison des pluies devrait débuter, mais ça sera lent, et puis de toute façon il faudra du temps pour remplir les retenues, et c'est aussi l'inquiétude pour l'année prochaine, pour toute cette année. Il faut tenir une année entière, ensuite la future saison des pluies en 2018 ou en tout cas fin 2017, et peut-être encore une fois elle sera en retard, peut-être qu'il y aura peu d'eau. Donc voilà, donc effectivement il faut vraiment que les autorités aujourd'hui réfléchissent à des solutions, et pourquoi pas envisager même des solutions très coûteuses. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions, et on termine cette édition maintenant avec ce dispositif qui va en ravir plus d'un, surtout pour ceux qui doivent se présenter à l'examen du code de la route. Il est désormais possible de le passer à la poste. Si en métropole le dispositif existe depuis juin dernier, à Mayotte les candidats y ont accès depuis le mois de décembre. Voyons de plus près de quoi il s'agit dans ce reportage d'Adèle Laurent. Passer le code de la route avec la Poste est désormais possible. Et alors qu'à l'ouverture du nouveau service, le 10 décembre dernier, la Poste de Kaweni accueillait un candidat par jour, à l'heure actuelle, ils sont en moyenne 35 par semaine à passer l'examen dans les locaux de l'entreprise. Et pour rendre cela possible, des agents de la Poste, assermentés et formés durant 3 jours à l'exercice, garantissent aux candidats le bon déroulement du passage du code de la route. Hassani Bamkolo Lainati est un de ces agents. C'est une formation intéressante, ça nous permet, nous, chargés de clientèle, de voir une autre public, en fait, et de voir autre chose que ce qu'on fait tous les jours. Ça m'a apporté d'acquérir d'autres compétences, en fait, et
de voir le ressenti des candidats, en fait, comment ils sont au début. Et ça me permet, moi, de les mettre à l'aise et être à leur écoute avant de commencer l'épreuve. Et la poste de Kaweni a déjà accueilli 120 candidats depuis l'ouverture de ce nouveau service le mois dernier. Aujourd'hui, c'était au tour d'Abdou Ilyas qui a souhaité passer son code avec la poste pour des raisons de facilité de délai et d'accueil. On arrive 15 minutes avant l'heure de l'épreuve. On nous présente un peu comment ça se passe, le mode de fonctionnement de la tablette, tout ça. Et ça va vite ensuite, ça va assez vite, c'est assez simple. Et oui, aujourd'hui j'ai réussi à passer l'examen du code. Et j'ai trouvé que c'était relativement simple, que les questions étaient assez faciles à comprendre. Et que c'est beaucoup plus rapide que de prendre rendez-vous à l'ADL, tout ça, c'est assez simple. Les candidats et les auto-écoles peuvent désormais s'inscrire sur www.lecode.laposte.fr pour passer l'examen du code de la route au bureau de poste de Kaweni. Et l'entreprise ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, comme nous l'explique Gaëtan Longeau, le nouveau directeur régional de la Poste Mayotte. Par rapport à notre métier premier de proximité en tant que bureau de poste, c'est de pouvoir donner ce service-là à nos clients. Notre mission de service public, donc au plus proche de nos clients. Ensuite, notre volonté, là encore, c'est de pouvoir être cohérent par rapport à notre démarche de proximité. Donc de faire en sorte que, j'oserais dire, aux quatre coins de l'île, il y ait effectivement des sites installés. Donc là, on est dans une approche où petit à petit, on met les choses en place. Donc très prochainement, il va y avoir l'installation sur Petite Terre aussi, l'habilitation sur Petite Terre pour un site du passage du code de la route. Et puis dans la foulée ensuite, il y en aura encore 2 autres. Donc on va avoir un maillage le plus possible en proximité. La Poste pourrait ainsi permettre à des milliers de candidats de passer leur code de la route sur le territoire plus facilement. Et si pour l'entreprise, faire passer le permis de conduire n'est pas à l'ordre du jour, pour Abdou Ilyas, qui semble confiant quant au résultat de son examen du code de la route, la prochaine étape est de prendre le volant. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OAM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec à 7h sur le plateau Amadi Ousseni, directeur de cabinet au conseil départemental, avec qui sera question du toilettage institutionnel. À 7h30, ce sera au tour d'Elad Chakrina d'intervenir. Elad Chakrina, on le rappelle, qui a été investi pour représenter le parti Les Républicains lors des prochaines législatives dans la circonscription du Nord. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.